Bonjour à tous, bienvenue sur Doc & Roll. Aujourd'hui, on va parler d'un fait divers qui a eu lieu aux États-Unis il y a quelques années, mais qui ressort aujourd'hui dans la presse. Pourquoi je vous parle de ce fait divers? C'est parce qu'il a été associé en France à une augmentation du nombre d'inscriptions sur la liste des refus de dons d'organes. Et je pensais intéressant de vous parler de ça en tant que médecin qui pratique le suivi de la transplantation rénale. Alors pour vous replacer un petit peu le contexte, on est en octobre 2021. Un patient du nom de Anthony Thomas T.J. Hoover II est admis au Baptist Health Richmond Hospital dans le Kentucky pour une overdose et il est dans le coma. Alors assez rapidement, les médecins vont dire à la famille que ce coma est irréversible et que le patient va irrémédiablement évoluer vers la mort. Anthony est inscrit sur la liste des donneurs d'organes du Kentucky et donc ses organes vont être prélevés. Ou en tout cas, c'est ce qui était prévu à la base. Effectivement, après une petite cérémonie d'adieu avec sa famille, il est emmené au bloc et les chirurgiens vont commencer à procéder au prélèvement d'organes. Et assez rapidement, ils vont se rendre compte que Anthony pleure et les supplie de ne pas prélever ses organes. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est décrit par la famille. Du coup, l'intervention est annulée et Anthony est ramené dans sa chambre avec sa famille. Et aujourd'hui, nous sommes donc en octobre 2024 et Anthony est toujours vivant. Toujours la banane, toujours debout. Alors oui, il n'est pas aussi en forme qu'avant, mais il est quand même toujours vivant. Alors effectivement, s'ensuit aujourd'hui l'ouverture d'une enquête pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi Anthony a été déclaré en état de mort encéphalique alors qu'il était bel et bien vivant. Et donc, ce patient, on aurait pu prélever ses organes alors qu'il n'était pas mort. Et donc, à la suite de ce fait divers qui sort aujourd'hui dans la presse, un certain nombre de gens ont souhaité s'inscrire sur la liste des refus pour le don d'organes en France, ce qui pose plusieurs problèmes pour les gens qui attendent la greffe. Et je vais essayer de vous expliquer plusieurs choses. Déjà, 1, c'est quoi la mort encéphalique? 2, pourquoi est-ce qu'on attend la mort encéphalique pour prélever les organes? Et 3, pourquoi est-ce que ce genre de cas ne pourrait pas arriver en France en fait? Donc déjà, 1, c'est quoi la mort encéphalique? Alors il faut savoir que quand vous avez des problèmes de santé suffisamment graves pour tomber dans le coma, eh bien, être dans le coma, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes mort. En fait, il y a plusieurs niveaux de coma, si on peut dire, et le niveau ultime du coma, eh bien, c'est la mort encéphalique. Le coma, déjà, c'est une altération de la vigilance, c'est-à-dire que vous n'êtes plus à même d'être alerte sur l'environnement qui vous entoure. Et donc le coma, il se définit selon plusieurs échelles, notamment le score de Glasgow, qui permet de grader la profondeur du coma quand on évalue les gens, notamment dans les situations d'urgence ou dans les situations où on veut prélever leurs organes. Ce coma, il va de coma léger, où en fait on peut assez rapidement vous réveiller et vous arrivez quand même à être un petit peu alerte, à un coma profond où vous ne répondez à plus aucun stimuli. Du coup, la mort encéphalique, c'est l'état ultime du coma qu'on appelait avant le coma dépassé. En fait, quand vous êtes en mort encéphalique, votre cerveau ne fonctionne plus. C'est-à-dire que votre cerveau n'envoie plus aucun signal au reste de votre corps. Comment est-ce que ça se diagnostique? Eh bien, en fait, il y a plusieurs niveaux de diagnostic, et en fait, c'est là-dessus qu'on va un petit peu s'apesantir, puisque la définition de la mort encéphalique pour prélever les organes, eh bien, elle est différente entre les États-Unis et la France, par exemple. La mort encéphalique, déjà, c'est un diagnostic qu'on peut faire cliniquement, c'est-à-dire quand vous allez examiner votre patient. En fait, la mort encéphalique, elle va apparaître quand vous allez perdre l'ensemble des réflexes, et notamment des réflexes d'une partie de votre cerveau qui est située vraiment à la toute base de votre cerveau, qui s'appelle le tronc cérébral. Ce tronc cérébral, c'est un petit peu le cerveau primitif dans lequel se situent les réflexes les plus élémentaires de votre corps, comme la respiration par exemple. Donc finalement, quand vous perdez ces réflexes primitifs de votre corps, ça veut dire que votre cerveau, vraiment, il est mort. Donc en fait, vous pouvez vous dire que c'est assez facile de diagnostiquer un état de mort encéphalique, puisque finalement, il suffit de savoir si la personne respire ou a perdu tous ses réflexes du tronc cérébral. Alors les réflexes du tronc cérébral, il y en a un certain nombre, je ne vais pas tous vous les énumérer ici, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le tronc cérébral est atteint, plus vous perdez ces réflexes, et le dernier à disparaître, c'est vraiment celui de la respiration. Donc il y a un élément important quand on va diagnostiquer la mort encéphalique, c'est vraiment l'absence de respiration spontanée. C'est-à-dire que les patients, quand vous arrêtez le respirateur, eh bien ils ne respirent pas.
Dans certains pays, ça suffit pour faire le diagnostic de mort encéphalique, notamment aux États-Unis. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, la définition de la mort encéphalique n'est pas quelque chose qui est uniforme à travers le pays. En effet, en 1981, le Uniform Determination of Death Act a été ratifié par 37 États pour uniformiser la définition de la mort encéphalique aux États-Unis. Eh bien, dans ces 37 États ne figure pas le Kentucky, par exemple, là où était notre patient, notre jeune Anthony. Alors, dans cet acte, c'est finalement la définition que je viens de vous donner, donc c'est-à-dire l'absence de conscience spontanée et l'absence de respiration. Mais on ne va pas voir la mention d'examens comme l'électroencéphalogramme ou le scanner cérébral. Et j'y reviendrai juste après, puisque ces examens sont importants en France pour faire le diagnostic de mort encéphalique. Donc aux États-Unis, le diagnostic de mort encéphalique, il dépend un petit peu beaucoup de l'état dans lequel vous êtes, et il peut se cantonner uniquement à l'examen clinique que je vous ai décrit et à l'absence visible de respiration du patient. Sauf qu'en fait, il y a des comas, notamment des comas liés à des overdoses de certains médicaments, comme notamment les opioïdes, ou alors des comas qui sont liés à une hypothermie très profonde, qui vont pouvoir quand même mimer assez bien l'état de mort encéphalique. Et donc, quand on regarde un petit peu la littérature et les faits divers, notamment, on va retrouver un certain nombre de cas où les patients ont été déclarés en état de mort encéphalique, mais vont se réveiller parce que le diagnostic à la base était mauvais. Et donc en France, on n'a pas trop ce problème-là parce que notre définition de la mort encéphalique, eh bien, elle va prendre en compte des examens que je vous ai cités plus tôt, c'est-à-dire l'électroencéphalogramme et le scanner cérébral. En France, pour diagnostiquer la mort encéphalique, on a effectivement la partie que je vous ai décrite avec l'absence des réflexes du tronc cérébral, mais il faut confirmer cet état de mort encéphalique, soit par 2 électroencéphalogrammes plats, c'est-à-dire à réactif, il n'y a pas d'onde sur l'électroencéphalogramme, un électroencéphalogramme qui doit durer 30 minutes, qui doit être refait à 4 heures d'intervalle et lu par un opérateur indépendant à chaque fois. Vous pouvez aussi diagnostiquer la mort encéphalique d'une autre façon, avec un électroencéphalogramme plat et la réalisation d'un scanner cérébral qui montre l'absence de vascularisation du cerveau. Si vous avez soit ces 2 électroencéphalogrammes, soit le scanner montrant l'absence de perfusion du cerveau, vous avez donc la définition de la mort encéphalique et à ce moment-là, vous pouvez aller prélever les organes si le patient est d'accord. Et dans certaines populations un petit peu spécifiques, comme les enfants notamment, où le délai entre les électroencéphalogrammes peut être un petit peu allongé, on va prendre des précautions encore plus drastiques pour s'assurer vraiment que le patient est en état de mort encéphalique. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de mort encéphalique et pas de mort tout court finalement quand le cerveau ne fonctionne plus? C'est une question assez intéressante puisque finalement ça dépend un petit peu de la représentation sociale et culturelle de la mort. Par exemple, dans les pays occidentaux, on définit la mort comme la mort encéphalique. Donc on considère que quand vous êtes diagnostiqué en état de mort encéphalique, vous êtes mort et qu'en fait, même si vos organes continuent de fonctionner, c'est-à-dire le cœur et les reins et tout ça, en fait, il n'y a plus de vie et donc il n'y a plus rien à tirer de la vie chez vous. Mais dans des pays, en Extrême-Orient notamment, en Chine ou au Japon, la mort encéphalique n'est pas stricto sensu prise comme la vraie mort. En fait, la vraie mort, elle va apparaître quand le patient va vraiment avoir l'arrêt de son cœur, par exemple. Et donc la définition de la mort encéphalique, elle est un petit peu plus complexe dans ces populations et du coup le prélèvement d'organes est aussi un tout petit peu plus complexe dans ces pays-là. Alors le don d'organes en France, il est conditionné par un certain nombre de décrets et de lois et il est coordonné par une agence qui s'appelle l'agence de la biomédecine. Cette agence de la biomédecine, elle va autoriser un certain nombre de dons pour les organes. Alors déjà, il y a des principes universels et inviolables du don en France, c'est qu'il est gratuit, il est anonyme, donc vous ne pouvez pas donner votre rein pour de l'argent et vous ne pouvez pas retrouver la personne qui a donné ou qui a reçu un organe. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Alors bien entendu, il y a une exception à ce que je viens de vous dire, c'est le don vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui donne de son vivant un organe à une personne qu'il connaît. Donc hormis le don vivant, le reste du don se fait ce qu'on appelle le don cadavérique, c'est-à-dire des donneurs qui sont décédés. Alors ils peuvent être décédés de plusieurs façons. Ils peuvent être soit décédés de mort encéphalique, et j'y reviendrai juste après, ou alors on peut avoir des donneurs qui ne sont pas en état de mort encéphalique, mais dont la mort a été attestée et chez qui on va prélever les organes. Et donc ça, c'est les stades de Maastricht. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous en présenter 2. Vous avez le Maastricht 2, c'est-à-dire les gens qui font des arrêts cardiaques, notamment dans la rue, et qu'on n'arrive pas à réanimer, mais chez qui on va juste perfuser les organes, et notamment les reins, pour pouvoir les prélever.
Les personnes sont mortes, mais on prélève quand même leurs reins. Et puis on a les Maastricht 3, qui sont des patients qui sont en réanimation, dans des situations diverses, et chez qui on arrête les soins, parce qu'en fait, la personne ne se réveille pas, et la personne est trop grave. Et donc chez ces patients, on peut proposer un don d'organes. Et donc là, dans ces cas-là, on va arrêter les thérapeutiques, la personne va alors décéder, et à ce moment-là, on va pouvoir lui prendre les organes. Ces dons-là mis à part, je vais vous parler du don issu de mort encéphalique. Donc c'est ce qui nous amène à cette vidéo. Alors, le don en état de mort encéphalique, je vous l'ai dit, il est régi par une définition très stricte de la mort encéphalique en France, qui nécessite des examens complémentaires comme le EEG ou l'angiographie. Et donc une fois que ces éléments ont été diagnostiqués par l'équipe médicale, eh bien le patient va pouvoir être listé comme potentiel donneur. Alors évidemment, en France, aujourd'hui, tout le monde est donneur d'organes de façon automatique, sauf si vous exprimez votre refus, et dans ce cas-là, il faut vous inscrire sur la liste du refus de don d'organes. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse, en fait, vous vous inscrivez sur la liste des donneurs d'organes, et dans ce cas-là, les démarches sont plutôt accélérées. Une fois que vous avez été listé comme donneur potentiel, que le dossier a été fait, que tout est en route, et bien dans ce cas-là, vous allez au bloc opératoire et les organes sont prélevés et sont greffés en France à des gens pour les reins, le cœur, les poumons, le foie, tout dépend de ce qu'on va prélever chez vous. Alors, pourquoi est-ce que ça ne peut pas arriver en France, un fait divers comme celui de Anthony? Eh bien, c'est très simple. Aux États-Unis, chaque examen complémentaire coûte de l'argent. Et le modèle financier des hôpitaux est un modèle d'entreprise. Donc finalement, moins vous faites d'examens, plus vous gagnez de l'argent quand vous êtes un hôpital, et moins vous allez dépenser d'argent quand vous êtes patient ou la famille du patient dans ce cas-là. En France, ça marche pas comme ça. Et donc on a un système dans lequel on va quand même faire des examens pour être sûr à 100% que la personne est bien décédée. Et quand on regarde finalement les définitions, quand elles intègrent ces examens, comme donc le EEG ou l'angiographie, en fait, il n'y a pas de patients qui sont mal déclarés en état de mort encéphalique avec ces systèmes-là. Donc finalement, c'est un fait divers qui est ce qu'il est, hein, qui est dans un système où les checks sont pas aussi précis que chez nous. Et bah oui, ça fait vendre du papier, en tout cas ça fait parler un petit peu sur les réseaux. Mais malheureusement, ça fait parler à tel point que des gens se disent qu'ils ne veulent pas donner leurs organes pour ne pas être dans cette situation. Et ça pose problème parce que quand même aujourd'hui, si je prends les chiffres de la transplantation rénale, il y a plus de 12 000 personnes qui attendent sur la liste pour avoir un rein, et on en greffe uniquement à peu près 3 000, 3 500 par an. Donc finalement, en fait, on est déjà en grosse dèche d'organes. Et en France, même sans cet épisode-là, on est déjà parmi les pays européens avec le plus de refus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dommage. Alors simplement pour vous dire, soyez donneur d'organes, hein, c'est vraiment des vies sauvées, et c'est vraiment le dernier acte altruiste que vous ferez au cours de votre vie. Et pensez, si vous hésitez, à la situation inverse, hein. Peut-être qu'un jour, ça peut arriver à tout le monde, vous serez en attente d'un organe, que ce soit un rein, un foie, un cœur, des poumons, enfin tout peut arriver, et que vous serez bien content que des gens aient accepté de faire ce don pour vous permettre de continuer à vivre. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller plus loin. On avait fait une vidéo il y a quelques temps sur la greffe, hein, je vous la remets ici dans les fiches, elle est aussi en bas dans la description. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Abonnez-vous, mettez la cloche, et à bientôt pour notre vidéo sur Doc & Roll.